Bo. Super. Ah oui, oui. Mira. C'est lancé.
Moi, je vous l'ai pas dit avant quand il n'y a plus que ça. C'est bon, hein? Merde, mais le régisseur.
C'est pas écrit sur mon.
Tu peux couper l'ampoule, c'est bon? T'as coupé là? Oui. Bon, tu sais quand ça part?
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ils ont débarqué du ciel et de la mer en Normandie. 6 juin 44, opération Overlord. 156 000 soldats, 197 500 marins, 11 000 avions, 6 000 navires. Les Alliés entament la libération de la France et de l'Europe sous un déluge de bombes et de massacres. 15 août 1944, un deuxième front s'ouvre au sud. Opération Ragoul, débarquement de Provence. Plus de 2000 navires et avions. La France se libère sous un déluge de bombes et de massacres. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon Pas très loin de la plage d'Omaha, en Normandie, où il y a eu le débarquement, les combats se poursuivent. Je suis dans une ville de toile blanche, avec un immense cercle entourant une croix rouge pour éviter que les avions nous bombardent. 400 lits, 40 médecins et 40 infirmières. Une moyenne de 100 interventions par 24 heures, sans parler des soins aux 400 patients rythmés par le bal des ambulances. Elle arrive début août. Elle est correspondante de guerre pour le magazine de mode Vogue. On se demande bien ce qu'elle vient faire là. Un magazine de mode. Même avec son uniforme de guerre, elle est belle. Ses cheveux courts sous le casque, ses yeux brillants, son air rectiligne, son rouge à lèvres. On la voit errer de tente en tente. Elle est avec nous partout, dans les blocs opératoires, les tentes où on soigne. Elle prend des photographies. C'est son premier reportage qu'elle appellera des guerriers sans armes. Elle va connaître comme nous ici le froid, dormir dans des vieilles couvertures, les piqûres de puces, les morsures de punaises, va se laver dans son casque, manger des rations de cas et apprendre à vivre dans un décor kaki, avec parfois quelques taches de couleur. Ce sont nos soutiens-gorge roses qui sèchent. Nous avons été beaucoup à rêver d'elle. La Vénus blonde, son charme ravageur, sa beauté renversante. La muse des artistes sur
réaliste. La femme fatale et légère des années folles. Juin, juillet, août 44, ça se bat, ça tire, ça avance, ça emprisonne, ça meurt. Et ça libère les fois après les débarquements en Normandie puis en Provence. Joie de la libération. Avant d'arriver avec le Quand je débarquement, circule avec les GI, les femmes, les gamins me saluent inlassablement. Ils me croient femme soldat. Je traverse les tirs d'artillerie, je vois une ville en feu. J'assiste à la tourte des femmes qui ont collaboré avec l'ennemi. Je vois les gifles et les crochets sur elles. Alors que moi, on m'embrasse et on me félicite. Le 25 août, la capitulation est signée. Paris est libéré! avant d'arriver avec le débarquement, elle habite dans une grande maison à Londres, avec des œuvres d'art partout, et beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, de rires et de baisers, et un abri anti-aérien tout net pour se couvrir pendant les bombardements. L'avait gardée dans son comptoir, le percepteur la conservait dans un tiroir, la fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris. Paris sourit, là c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Quand j'arrive à Paris, c'est la joie. Plus de bruit de bottes, de tirs, de cris, d'arrestations, de chiens qui aboient, de laisser passer, de couvre-feu. Profusion de chars, de drapeaux, de foules réjouies, tenues folles et sophistiquées, des femmes de Paris qui sourient. Et nous attendions à voir une population mal habillée, mais non. Jupe bouffante, coiffure haute, lèvres rouges. On rit, on prend, on chante, on crie, on s'embrasse. Et j'oublie pour un moment les pénuries, les rationnements alimentaires et les ruines. Oh, liberté. Liberté chez nous. Elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Nous nous battons et ça libère au nord, au sud, au centre dans la France. En septembre 1944, l'Est se libère. L'Alsace, les Vosges, puis le nord de la France se libère aussi. Et enfin, la Belgique, le Luxembourg et bientôt l'Allemagne. En novembre 1944, après la contre-offensive des Ardennes, le drapeau flotte à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Nous résistons à Dunkerque, La Rochelle, Oléron, Saint-Nazaire, Lorient jusqu'en mai 1945. Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare en murmure, en passant vous saisit, Paris direct en voiture, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage, un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant tout nous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez
Ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux. Ça sent si bon la France. Les gens qui passent en dehors des clous. Ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent. La gouaille de Titi. Paris midi, dernière heure. Ça sent bon le pays. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais l'air aveugleux, les projets immenses, pour quelques jours on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut plus en faire. Repos jusqu'à lundi. Pelote et redis de nerfs. Ça sent bon le pays, quel pays. Ça sent bon le pays, mais oui. Toi, Levin Meyer. Toi, l'écrivain et journaliste américain. Toi, qui enquête sur le sort de notre peuple juif en Europe. Tu deviens en février 1945 correspondant de guerre et tu pressens notre destin effroyable. Tu es juif, comme moi et comme Eric. Eric est photographe de mode sur les plateaux de cinéma. Et toi, Eric, tu deviens photographe rattaché à l'agence France Presse, accrédité auprès de l'armée américaine. Tu cherches ta mère, déportée en 1943. Alors avec Levin, vous allez suivre l'avancée des troupes alliées en Europe. La Jeep, il nous la faut absolument pour suivre l'armée. Nous crampons dedans, nous, les correspondants de presse. Et pourtant, les soldats ne nous aiment pas le jour. Nous sommes des puissances dans une Jeep. Il faut stopper tout le temps le véhicule pour prendre des photographies. Moi, j'arrive toujours à me débrouiller, mais Eric et Levin apprennent à conduire un Jeep. Et on leur en tenue la Spirit of Alpena. Elles ont tout un nom. Notre Jeep, c'est comme avoir une femme en commun, diront-ils. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip 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 hurrah et dans la nuit claire. Je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier. Mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi les casques en acier. Quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip hip hip, en criant hip 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 hurrah. En passant par les Champs-Élysées, toutes les filles nous ont couvert de baisers. Et Paris s'était mis sa robe la plus jolie, le bleu blanc rouge, des beaux jours de fête. La tour Eiffel nous criait hello en enlevant pour saluer son drapeau. Un petit monsieur barbu monté sur une statue m'a crié hey, on les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip 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 hurrah. Et dans l'armée de clair, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire.
avec leur jeep, ils resteront dans le sillage du général Patton. Débarqué le 13 juillet en Normandie, il combat dans les Ardennes en décembre 1944. Traverse le Rhin, puis l'Allemagne. Et ce que les nazis voulaient cacher, les Alliés le découvriront bientôt. Quelques mois avant, il y a bien eu la découverte des camps, mais ils étaient vides. Pas de traces, pas de preuves, pas de procès. La presse et la radio française en parlent. Ils décrivent ces camps. Mais ils n'ont pas encore perçu ce qui s'y passe réellement. Pourtant, ils découvrent des milliers de paires de chaussures et de nos effets personnels. Lorsque les nazis ont su que les soldats de la libération arrivaient, ils ont reçu l'ordre de nous évacuer vers d'autres camps. Ils nous ont fait marcher. Ils nous ont entassés dans des wagons. Ils ont poursuivi leur solution finale. Et la vie est solide. La vie résiste. La vie résiste. Bientôt, ils vont nous trouver, nous photographier, nous filmer, nous écouter et écrire. Des traces, des preuves, et plus tard des procès. Le 27 janvier 1945, il fait froid, très froid. 4 jeunes soviétiques arrivent le long de la route qui borde le camp. Devant les barbelés, ils s'arrêtent. Ils regardent nos visages creux qui feront la une des journaux et magazines avec nos tenues rayées. Voilà le premier camp qui n'est pas vide. À Auschwitz. Nous sommes près de 7000 hommes, femmes et enfants qui parlent diverses langues. C'est ici qu'ils comprennent notre destin. C'est ici qu'ils comprennent que ce qu'a écrit Hitler dans Mein Kampf n'était pas qu'un vaste discours d'un dictateur illuminé. Maintenant, vous savez que ce n'était pas que des mots, mais bien un vaste programme de destruction massive des Juifs d'Europe. Les camps découverts jusqu'ici étaient des camps de travail, avec des résistants, des opposants politiques. Mais ici, il se joue autre chose.
n'étais pas plus méchant que les autres enfants. Je me suis battu comme tout le monde. Et à l'école, j'étais avec eux. Mon voisin était de cette race-là. Il était gentil. Et puis, je les ai regardés différemment. C'est à cette époque que mon père a voulu que je sois éduqué comme un vrai homme. Il avait fait la guerre dans les tranchées. Il en était revenu silencieux. Je voulais qu'il soit fier de moi. Il ne pourrait plus nous défendre si notre guerre venait à venir. Il ne pourrait plus laver notre honneur. Alors, dès que j'ai pu entrer dans le groupe des jeunesses pour me former, je n'ai pas hésité. J'avais toujours rêvé de me sacrifier pour un idéal. Et je rêvais de former une nation forte, où nous vivrions comme une famille. La voix nous a dit que nous étions une famille. On nous a dit que nous devions être prêts à nous battre et à nous sacrifier pour cette famille. Une famille, ça se protège. Alors je m'entraînais dur. Quand j'ai reçu mon poignard, avec écrit sur le plat de la lame « sang et honneur », j'étais fier. En rentrant, je me suis précipité vers mon père. Je n'oublierai jamais son regard avec enfin une lueur d'espoir dans ses yeux. Il savait que j'avais été fort pour l'avoir. Il voyait son fils aller laver l'honneur de ceux de la Grande Guerre. J'ai appris à être cruel avec les plus faibles, car il n'était pas digne de porter notre insigne, notre devise. J'ai appris à éliminer tout ce qui pouvait nous salir. Une famille, ça se protège. Je m'entraînais dur. Un faible peut vous mettre en danger, et avec lui, c'est la nation tout entière qui est en danger. Les faibles, les traîtres, les ennemis de la nation sont dangereux. Il faut les éliminer. Une famille, ça se protège. Une fois par an, ils nous réunissaient sur une grande place. Et la voix nous parlait. J'étais devenu sourd à toute autre voix. Je n'entendais que qu'elle. Cette voix qui me guidait, cette voix qui me rassurait, cette voix qui me donnait la force de me battre. Je tenais fermement et par habitude à ce quelque chose qu'ordonnait la voix, car elle était la vérité. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à lui vouer une obéissance totale. Et j'étais prêt à sacrifier mon sang pour elle. Car elle était ma famille, ma nation, mon avenir. La voix nous a dit de se méfier d'eux, qu'ils salissaient notre nation. La voix a dit de ne plus rien acheter chez eux. La voix a dit de protéger notre sang noble et notre honneur. La voix a dit qu'ils ne seraient plus dentistes, fonctionnaires, avocats. La voix leur a ordonné de porter une étoile jaune pour que l'on puisse les reconnaître. Nous pourrions là alors savoir qui ils sont, où ils sont, et ne plus nous mélanger avec eux. La voix a dit qu'ils ne pourraient plus aller au parc, au jardin, au cinéma, à la bibliothèque, au théâtre, prendre le tramway ou encore aller à l'école. La voix a aussi ordonné d'exclure les artistes et les rédacteurs en chef. La voix a dit de ne plus lire aucun de leurs articles ou de n'aller voir aucun de leurs spectacles. La voix a dit de les battre, de les humilier. Une nuit, nous leur avons montré que nous étions les plus forts. Nous avons saccagé là où ils priaient, détruit les lieux où ils travaillaient, où ils vivaient. La voix me disait que notre sang devait rester pur et notre race supérieure. J'ai obéi à la voix. Mais la voix est morte. Et je crois que nous avons perdu plus qu'une guerre. Le printemps
Nous avons pillé ce pays pendant 4 ans. Minerai de fer, charbon, bauxite, le blé, le lait, le beurre, la viande. Autant de denrées alimentaires qui rejoindront nos tables familiales allemandes. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour frotter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. On a cru qu'à mi-parté qu'il prenait tout, qu'on aurait le retour de l'abondance dans nos assiettes, mais la pénurie continue, les tickets de rationnement, les files d'attente devant les magasins. Ah, le marché noir ne s'est jamais aussi bien porté. Les campagnes s'en sortent mieux que nous. Ils ont un morceau de pain avec quelque chose à mettre dessus. Mais ici, dans les villes, on attaque les lapins sauvages pour les manger. On a des cantons de fortune. On vit dans les ruines. Mais on est libre. La 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 la. Avril. Notre jeep, Eric et Lévin, est garé dans la rue principale d'Ordrouf. Un homme approche, très excité. Il veut que vous le suiviez. Il vous parle de gens enterrés dans un grand trou. Vous dites que ça y est, vous y êtes. Il y a enfin un camp. Vous attendez le lendemain. Vous passez le portail et vous voyez. Cela dépasse la rumeur que vous avez entendue ou les descriptions floues de la presse sur Auschwitz. L'odeur, vous ne l'oublierez jamais. Viendront tous voir. L'un d'eux ira vomir derrière un baraquement. L'autre reste silencieux et pâle. Il paraît qu'il dira « On nous dit que le soldat américain ne sait pas pourquoi il se bat. Maintenant il saura contre quoi il se bat. » Ils ordonneront que tous les soldats visitent ce camp. Puis, les appareils photographiques, des caméras, et enfin la population locale qui habitait autour du camp. Les Allemands nous diront plus tard qu'ils ignoraient ce qui se passait dans les camps. Nous leur dirons que c'était impossible, qu'ils voyaient toujours les trains pleins en allant et vides en partant. Le maire est là avec sa femme, visite le camp. Le soir, il se suicide. À chaque camp, le même rituel. Des reporters nombreux, des appareils photographiques, des caméras et des populations locales qui viennent visiter notre enfer. Il paraît que les Allemands seront nombreux à se suicider au printemps 45.
Tu m'as photographié dans un baraquement. Je suis mourant. J'ai la dysenterie. Tu es entré et tu as pris une vingtaine de photographies qui iront dire au monde la vérité d'ici. Tu as photographié nos visages creux, nos regards apeurés, nos corps si maigres, à demi enterrés, à demi empilés, ou encore dans les fours. En entrant à Buchenwald, tu as vu sur le portail écrit « Jedem das Sein ». À chacun ce qu'il mérite. Pour arriver à Dachau, la Jeep longe une longue voie ferrée. Nous sommes entrés après avoir vu une quarantaine de wagons ouverts. Et des corps. Encore et encore. Presque 2000. Les bourreaux agitaient des drapeaux blancs pour se constituer prisonniers. Les soldats sont descendus des jeeps sous foudrage et ont tiré. Nous en avons battu à mort, et les soldats n'ont rien fait pour nous arrêter. Toi, Lee, tu es rentré dans les wagons avec nos corps inanimés. Toi, l'ancienne mannequin. Toi, et ton monde d'artiste où l'on rejette ce qui est guidé par la raison. Toi, qui as le goût du rêve, du merveilleux, du hasard, des événements extraordinaires. Toi, qui rejette ce qui est guidé par la raison. Toi, qui as le goût de l'humour et qui veut t'évader de la réalité. Te voilà avec nous, dans les wagons. Et d'où te vient ce cran, Lee? Dans les baraques, tu rentres. Tu t'approches de nous. Tu mets une lampe pour mieux nous voir. Et raconter. Tapant sur ta machine à écrire avec du papier de mauvaise qualité. On t'a vu partout. Dans les postes de secours avancés où on procurait les premiers soins, dans les longues files de réfugiés, les ponts effondrés, les villes et villages en ruine, les larmes après les cris de joie de la libération. Et te voilà avec nous, ici, dans les camps. Courageuse vie. Tous les camps se ressemblent. Des milliers de corps qui flottent dans des vêtements rayés. Les mêmes baraquements, les mêmes fours, les mêmes fosses, les mêmes lieux de torture et d'appel. Avec tes photos, Eric, moi et d'autres iront dire au monde qui nous sommes et ce qu'on nous a fait. C'est ici aussi que tu rencontres les premières femmes déportées. Tu leur parles d'Elisabeth, ta mère. L'une d'elles te dit qu'elle est peut-être à Thérésine. Je vivais dans l'appartement d'Hitler quand on m'a annoncé sa mort. On ne pouvait pas faire plus la fête qu'on le faisait déjà. J'avais pris un bain chez lui ce jour-là, avec mes potes, au pied de la baignoire. Celle qui avait marché dans le camp de Dachau le jour même. Il était encore mort, après avoir
sa compagne, alors que les soviétiques étaient à quelques centaines de mètres seulement de son bunker. Lui, le guide suprême, le Führer Lavoie, se suicide avec sa femme. Son aide de camp SS enveloppe les corps dans une ouverture et les transporte dans le jardin, où les arrose d'essence et les enflamment. Ils finissent enfumés. Un matin, vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites portes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chiens, pour les chattes et les escargots galoper à fond train. Ah, quelle douceur! La vie vous semble rose, il n'y a pas d'erreur. Il se passe quelque chose. Tiens, 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 on joue de la mandoline. Tiens, 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 laisse envie le refrain. Il y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur les nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. 7 mai 1945, 2h41 du matin, capitulation sans condition des forces armées allemandes. Champagne dans le quartier général américain en France. 8 mai, 23h41, cessation des combats. La Jeep, Eric et Levin filent en Autriche. Ils y sont mieux accueillis. Les Allemands étaient restés hostiles aux Américains, malgré leur évidente défaite. Les insignes nazis avaient été délaissés. Il fait beau. Le paysage est grandiose. La Jeep file sur ses derniers kilomètres. Il file dans la guerre qui agonise. Thérèse n'est plus très loin. Courage, Eric. Ta mère n'est plus loin. La Jeep continue d'avancer. Il passe les derniers postes de contrôle tenus par les GIs, des rues avec les barricades, des obus pleuvent encore et Prague est en proie aux flammes. Les Allemands résistent encore un peu. L'amertume de la défaite est fait tenir. Et bientôt ils tomberont. Allez, courage, Eric. Plus que quelques kilomètres. Et derrière cette porte, elle t'attend. Voilà le camp. Ce camp, ils s'en servent pour la propagande. Ici, tout est parfait, organisé, manipulé. Il y a plusieurs orchestres, une troupe de théâtre, des conférences, une bibliothèque. Pour la visite de la Croix-Rouge en 1944, tout est parfait, organisé, manipulé. Pourtant ici aussi, on y meurt de faim ou de maladie. C'est juste que le processus est plus lent, plus dissimulé que dans les autres camps. Vous garez votre jeep, Eric et Levin. Et rapidement, une petite foule l'entoure. Les déportés lisent les noms inscrits sur la carrosserie. Les noms que les déportés des autres camps y ont inscrits. Une femme s'écrie. Oh, mon mari est en vie! Et c'est sa signature! Toi, Levin, tu vas dans les baraquements. Tu y retrouves ce que tu as vu avant. L'enfer est là aussi. Puis tu reviens à la Jeep. Et tu la vois de dos. Elsbeth est assise dans la Jeep. Eric l'a retrouvée dans le quartier des enfants. Quand elle l'a vue, elle n'y a pas cru. Elle a cru à une hallucination.
soir, quand elle voit une chambre avec un lit, des draps, un oreiller, et surtout une chambre à elle toute seule, elle verse ses dernières larmes. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie. Tant d'incertitudes et d'errance pour toi, la femme soldat, l'ancienne mannequin, la photographe reconnue, toi, la muse du surréalisme, la reporter intrépide, avec tes cheveux blonds et ton rouge à lèvres. Et déjà, tu buvais beaucoup. Bien sûr que je buvais. Nous buvions tous. Nous écoutions la musique. Nous dansions. Nous nous blottissions dans les bras d'un corps chaud. Nous faisions l'amour. Nous avions besoin de nous sentir en vie. Oui, en vie! Anesthésier ces images qui tournent dans nos têtes. Chasser cette odeur qui vous colle à la peau. Et retourner le lendemain et se lever pour garder des traces, des preuves, des noms, des visages. Ah! Nous avons perdu. Nous avons combattu férocement. Nous avons gardé notre amour pour notre nation. Nous avons tenté de défendre notre famille. Ici. Et maintenant, j'attends qu'on libère. La voix est morte. Je crois que nous avons perdu plus qu'une guerre. Toi, Eric, tu rentres t'installer à New York avec ta mère. Tu continues à photographier pendant quelques années pour l'AFP. Tu photographies New York, Broadway, des clubs de jazz d'Harlem ou encore des bains de mer à Coney Island. Toi, Lévin, tu continues ton enquête sur le sort du peuple juif et sur le processus de destruction massive, hanté par ta quête et de ce que tu as vu, te posant toujours la question du mal. Toi, notre douce, ton fils tombera quelques années plus tard dans le grenier sur des dizaines de milliers de négatifs de la guerre et il comprendra qui tu étais. Que tu te sois installé avec son père dans la campagne anglaise, avec ta nouvelle passion, la cuisine et
des festins gargantuesques et surréalistes, préparés pour que chaque fin de semaine résonne dans la maison les rires de tes amis. Et moi. Et moi. Je vais tenter de vivre. Et je pense au jour lointain. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De comédiens, Christophe Paris et Mélina Miranelli. C'était une pièce de Laurence Boeck. Merci Laurence. Ce spectacle introduit notre semaine de célébration à 40 ans les Marais. Nous vous avions accueilli l'année dernière pour le spectacle Le silence des voix qui se sont tues. Et nous sommes heureux d'ouvrir votre première à 40 ans pour ce nouveau spectacle 338 jours. Fabuleux reconstitution historique, fabuleux travail des comédiens, fabuleuse interprétation de toutes ces chansons, merci. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, c'était très riche. C'est vrai qu'on a passé un moment où on est allé de drame à de la légèreté. Donc c'est une approche qui est délicate d'aborder ces sujets, mais tu as réussi à le faire avec brio. Tu nous as réussi à nous emporter. Vous avez réussi à nous emporter. Merci beaucoup. On vous souhaite bon succès, bonne continuation. Je crois que la prochaine, c'est à Sainte-Mère. Non. À Sainte-Mère, mais plus tard, à l'automne, oui.
merci beaucoup. Je vais commencer par Sarah Pasquier, Maryse aussi, et toute l'équipe de la ville de Carentan, qui, pour moi, c'est toujours un honneur et un plaisir, parce que c'est des terres où j'ai enseigné quand j'étais prof, c'est des terres où on m'a donné ma liberté de création aussi, pour qu'un jour je puisse travailler avec Christophe, Minella et plein d'autres, et Clément aussi, là, qui est en régie, qui a fait un très beau travail. Effectivement, là, je vous ai vraiment mis dans l'ambiance de la libération, joie, horreur, joie, horreur, joie, horreur, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ascenseur émotionnel. Et les 338 jours, c'est exactement le nombre de jours entre le 6 juin 44 et la libération, qu'on est le 8 ou 9 mai, on va pas aller dans des débats. En tout cas, merci beaucoup à cette ville de Carentan qui nous permet, dans ce magnifique théâtre, avec Vincent qui est là aussi, à la technique et à la régie, de nous permettre de l'avoir peaufiné, ce spectacle, parce que c'est très dur à jouer. Donc là, je vais passer au remerciement avec beaucoup d'émotion, parce qu'effectivement, j'écris, je mets en scène, et en fait, j'ai oublié que j'étais auteur et metteur en scène, et j'étais emmenée, et j'ai été émue, et j'ai complètement oublié. Et donc ça veut dire que vous avez magnifiquement bien travaillé, et je vous remercie Christophe et Minella, parce que c'est vraiment une pièce qui est dure, il reste quelques petits switches, quelques petites choses, mais c'est fantastique. Merci à Clément en régie aussi, parce que c'est une grande technique de régler les micros, voilà. Merci à Pierre-Louis qui a fait les dessins, à Tasio, vous retrouverez les noms si vous voulez, on a un site web, qui ont fait ces magnifiques musiques, c'est un travail. Et merci à Christophe qui est aussi un formidable comédien, mais qui est aussi la personne sans qui personne ne serait là, parce que c'est celui qui a le courage de produire, donc qui produit, qui prend tous les risques. Et mille merci, parce que ça permet effectivement qu'on aille à Paris, on a des dates à Paris, à la Loi Perret, on a en octobre, et on a d'autres dates qui vont arriver, parce que voilà, on a déjà des personnes. Et juste pour finir, avant de peut-être donner la parole, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, tous les trois, vous avez beaucoup travaillé, j'ai oublié. Et juste vous dire que je remercie aussi, on parle que la culture, beaucoup de budgets sont coupés, et moi j'ai envie de parler de ceux qui continuent à donner de l'argent. Je préfère toujours le positif au négatif. C'est pour ça qu'on finit avec on essaie de mettre de l'espérance, la vie gagne, parce que là, ce que vous avez vu à la fin, c'est la vie, elle gagne. Tout le monde essaie de vivre. Il y a des reporters de guerre qui vont sur le terrain, qui sont abîmés, mais qui sont là pour témoigner. On a des gens qui restent, quel que soit, que ce soit la Shoah ou autre chose, debout, tout le temps, toujours. Alors, juste vous dire que j'ai travaillé sur les camps de concentration en Roumanie, et je pensais à elle ce soir, c'est bizarre, à Josepha, c'était une autre pièce qu'on avait jouée là aussi en 2015. Et cette vieille dame m'avait pris le bras et m'avait dit « La vérité, Laurence, reste toujours debout ». Elle avait connu les camps. Et j'avais cette phrase qui m'est venue ce soir et que je crois que tout le monde doit entendre, quelles que soient les périodes troubles, les crises, la difficulté, la vérité reste toujours debout. Et moi, je vais vous parler du positif, c'est des villes qui continuent à nous soutenir. Et il y a 40 ans, et il y a Sainte-Mère, il y a le musée Airborne, et il y a plein de gens qui continuent à nous soutenir. Donc c'est cela que je préfère remercier chaudement. Et merci parce que ça part aussi de ce que j'ai toujours aimé. Le rural, où j'ai aimé travailler, le rural qui m'a tout le temps porté, le rural qui m'a construite. Et donc ça, c'est aussi une deuxième chose que dont j'aime parler. Et après, on va l'emmener à Paris et ailleurs. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas cette vieille dame qui est décédée maintenant, mais qui m'avait dit la vérité reste toujours debout, quel que soit qui se passe, et donc c'est pour ça que c'est important de transmettre, que 40 ans, Sainte-Mère et d'autres territoires transmettent la mémoire, quelle qu'elle soit, et donc transmettre la vérité. Et donc merci beaucoup, merci à vous, merci à Clément, merci à cette équipe. Voilà, je suis très très émue, et du coup je vais pouvoir retourner écrire, c'est ce que je préfère. Voilà, merci beaucoup. Je peux vous dire que merci. Non, je vais faire très très bref parce que je crois que beaucoup de choses ont été dites. La première, c'est un merci, un immense merci encore une fois à la ville de 40 ans, Sarah qui nous fait confiance depuis un an maintenant, avant c'était Maryse qui continue et qui se fait discrète et qui est malheureusement pas là ce soir. Le deuxième, c'est surtout merci à vous d'avoir bravé la finale du PSG ce soir et de voir qu'il y a encore des gens pour qui le théâtre est plus important que le foot. La vraie deuxième chose, c'est que effectivement depuis 2 ans, je travaille sur des pièces que je produis, c'est des pièces qui ont du sens, qui ont vocation à faire revenir le public dans le théâtre en ressortant avec quelque chose. Donc on
travaille énormément sur le devoir, mais on a besoin de ça pour que ça puisse vivre. On a besoin de mairies comme 40 ans qui nous soutiennent. Donc si vous entendez parler de mairies ou d'écoles, parce que le but c'est aussi de transmettre aux jeunes générations, on a beaucoup au premier rang là, de leur transmettre cette histoire pour lesquelles en fait, là dans les 2-3 ans, il y aura plus de témoins, il y aura plus de vétérans de cette période-là. C'est assez incroyable. Donc en fait, nous on prend cette flamme-là, et donc c'est à vous les plus jeunes de récupérer cette flamme et de la donner réveillée plus tard. Et comment on fait? Ça passe notamment par le théâtre, dans les écoles. Donc si vous avez des établissements scolaires à Tombouctou ou tout simplement en Normandie, n'hésitez pas à leur en parler. On se fera une vraie joie de pouvoir venir avec le premier volet qui raconte l'histoire du débarquement à travers les yeux d'Eisenhower, De Gaulle, un résistant, un parachutiste, et Rommel, qui a écrit sur le débarquement également. Et on pourra faire le deuxième aussi sur 338 jours. C'est une des raisons pourquoi les Alliés sont venus en Europe. C'est notamment à cause du processus d'extermination. La troisième chose, c'est qu'à la sortie, vous avez sans doute admiré toutes les peintures et le stop motion qui a été réalisé derrière. C'est un travail incroyable, fait à la main et à l'aquarelle surtout. Et donc, à la sortie, on vend c'est une manière de nous aider à créer, par exemple, le troisième volet de l'année prochaine sur des tirailleurs. Voilà. Voilà, donc... Voilà, et donc l'idée derrière, c'est qu'en fait, vous l'avez compris, la culture c'est très compliqué en ce moment, l'État fait des coupes drastiques un peu partout, mais il reste quand même moteur au niveau local des mairies, il y a quand même des choses. Et en fait, on a besoin de soutien, et ça passe notamment par des affiches hautes qui nous permettent, nous, de refinancer derrière le projet. Les affiches, c'est les cartes postales que vous avez trouvées, c'est des photos, et c'est des aquarelles de l'année dernière. On s'est dit qu'imprimer des photos des camps, pas grand monde le mettrait dans son salon. Donc n'hésitez pas surtout à faire un arrêt, et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver dans 2-3 minutes à la sortie également pour échanger les idées. Merci encore infiniment. Quelle prestance sur scène. Oh. Non, je suis très sérieux. Je vais Ah, ça a filmé. Mais non, c'est trop bien. Tout ça. Jusqu'au bout.